La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes. La voix du peuple. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Trop souvent, les populations de nos États respectifs ont entendu prôner le principe de cette libre circulation sans qu'il ne soit une réalité vécue. Tant les tracasseries administratives et routières ont dévoyé cette ambition. D'ailleurs, je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Car l'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Monsieur le Président Goïta et Traoré, la Confédération Alliance des États du Sahel va s'édifier donc sur un substrat qui assure la protection des populations contre toute menace d'agression terroriste, rébellion, banditisme armé ou tout acte hostile venant de l'extérieur. Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. De ce fait, l'Alliance des États du Sahel
seul nous permet de faire face aux menaces terroristes comme aucune autre structure régionale ou internationale ne l'a fait auparavant. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Bonsoir Ouagadougou, bonsoir Bamako, Niamey, bonsoir Lomé, Accra, Abidjan, bonsoir N'Djamena et bonsoir à toute l'Afrique et au monde entier. Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, ils se battront pour nous garder esclaves à vie. Eh bien, amis auditrices, auditeurs de Radio Canal K de Radio à vous l'été, ces propos de Feu Thomas Sankara nous amènent tout droit dans votre émission Phénomène de l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse-Almanique et La Voix du Peuple sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance africaine. Le 6 juillet dernier, les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont tenu leur tout premier sommet à Niamey sous le signe de rupture totale et de résistance africaine. Raison pour laquelle nous lançons dans cette émission ce soir le débat panafricain. Premier sommet de l'AES à Niamey, rupture et souverainisme éclairé. Nous en parlons avec nos invités panafricains en ligne depuis la France, la Belgique et le Sénégal. Merci de nous être fidèles sur Radio Canal K et sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K et sur Radio à vous l'été, la voix de la résistance africaine. Débat panafricain, premier sommet de l'AES, l'Alliance des États du Sahel à Niamey, rupture ou souverainisme éclairé, et nous en parlons avec nos invités panafricains. D'abord, on accueille en ligne depuis la Belgique Akissi Nguessan. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers amis de la plateforme. Bonsoir Amos et bonsoir à toute l'Afrique. Merci d'être avec nous. On accueille en ligne également depuis la région parisienne Dr Adama Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux personnes qui sont sur le plateau avec moi et bonsoir aux auditeurs. Merci. Et avant cela, je rappelle qu'Akissi Nguessan est panafricaine ivoirienne, membre de la plateforme panafricaine en Belgique. Et vous, Dr Adama Coulibaly, vous êtes président de APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, parti politique basé au Burkina Faso. Et on accueille en ligne depuis Dakar au Sénégal, il est togolais mais il est actuellement à Dakar au Sénégal, professeur David Ekwe-Dossé, bonsoir. Amos, bonsoir. Bonsoir également au docteur Coulibaly que je retrouve avec plaisir sur le plateau de Radio à vous l'été. Bonsoir à Madame Nguessan et bonsoir à toute l'Afrique.
Vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout qui est membre également de Tournon, la page au niveau international. Et là, on rappelle que vous avez participé il y a quelques jours à cette grande conférence, en prélude à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Vous êtes retrouvé entre société civile au niveau de l'Afrique pour une réforme afin de consolider la démocratie au sein de la CEDEAO. Alors, la toute première question rapidement, on va parler de ce grand débat panafricain, premier sommet de l'Alliance des États du Sahel à Niamey, rupture au souverainisme éclairé. Alors, on va donner la parole quand même au Burkinabé, puisque le Burkina Faso fait partie de l'AES, le Togo non, la Côte d'Ivoire non plus. Alors, docteur Adama Coulibaly, on a suivi ces trois discours, d'ailleurs très patriotiques, discours souverainistes du capitaine Ibrahima Traoré, du général Tiani, et également du colonel Assimi Goïta. Et là, malgré des sanctions économiques uniques, des menaces d'une action armée des États de la CEDEAO, et également des attaques terroristes, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont tenu le tout premier sommet à Niamey, de la nouvelle conférence le 6 juillet dernier à Niamey, des discours de rupture et surtout de résistance face à l'impérialisme occidental ont été prononcés par ces trois chefs d'État, à savoir le capitaine Ibrahima Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tiani du Niger. Et là, on peut se poser la question, après avoir écouté tous ces discours bien appréciés d'abord par le public présent dans la salle. Alors, est-ce une posture ou un réel engagement responsable de ces pays sur la voie de l'intégration et du développement tel que souhaité par les peuples? Merci beaucoup. C'est une question importante. Je voulais refaire une observation qui consiste à dire que l'Afrique a été martyrisée pendant longtemps. Et encore, aujourd'hui, il y a des batailles pour maintenir nos pays sous domination impérialiste. Et des États tels que nous les connaissons n'ont pas été dessinés ni décidés dans leur statut géographique aujourd'hui par les Africains eux-mêmes. C'est la conférence de Berlin qui nous a mis dans cette situation, en 84-85. Et aussi le maintien dans cette posture néocoloniale a été décidé également par principalement, on va dire, l'impérialisme français. Ça, c'est cette observation que je tenais à faire avant de répondre à la question. Il va sans dire que compte tenu de ce constat, toute mesure, toute décision, tout acte allant dans le sens de réunifier les Africains est une bonne chose. Maintenant, il se trouve que dans cette zone du Sahel, s'étaient concentrées les menées subversives criminelles de criminels de tout acabit, mais surtout de pays occidentaux principalement qui souhaitent reconquérir l'Afrique d'une certaine manière. Et donc il y avait une concentration de ces menées subversives, criminelles, guerrières. Et donc il était normal qu'il y ait une réaction. D'abord, il y a une réaction populaire dans chacun de ces pays, où on a constaté une adhésion aux forces de défense et de sécurité, y compris aux actions des forces de défense et de sécurité, y compris pendant qu'il y avait encore au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, pendant qu'il y avait encore au pouvoir Roch Marc Sankabore au Burkina, et Bazoum, avant Bazoum, Issoufou au Niger. Donc les populations avaient adhéré, ces populations qui n'étaient pas habituées à des guerres aussi larvées, guerres non conventionnelles, guerres terroristes, eh bien, avaient adhéré aux actions des forces de défense et de sécurité. Il y a eu des manifestations monstres, notamment au Mali avec les M5 RFA, puisque ça a commencé d'ailleurs là-bas, la prise de pouvoir par des militaires patriotes.
Donc, c'est le mouvement M5 RFP qui a mobilisé une partie essentielle, importante du peuple malien et qui est descendu dans la rue, qui a connu des martyrs puisque on leur a tiré dessus. Et c'est à la faveur d'un tel contexte que les colonels ont pris le pouvoir au Mali. Et il était difficile d'aller à l'encontre de cette volonté populaire qui était exprimée dans la rue. Et d'ailleurs, on constatera par la suite que les militaires, ayant compris ça lors de ce que les Occidentaux ont appelé le deuxième coup d'État, pour coopérer avec le mouvement M5 RFP, donc coopérer avec les civils. Et en ce qui concerne les deux autres pays concernés, il faut dire que au niveau du Burkina, puisque c'est intervenu là-bas avant le Mali, il y a également aussi beaucoup de contestations, de propositions qui ont été faites, mais surtout des contestations de la manière dont le pays était géré sur le plan sécuritaire et des répressions également, de manifestations. En tout cas, vous rappelez-vous que le peuple burkinabé s'était mobilisé, la jeunesse surtout, face au passage à la traversée du pays par un convoi immense de l'armée française. Donc, il y avait une réaction et on savait précisément qui était pour le pays et qui n'était pas pour et qui était responsable de ce qui se passait. C'est arrivé au Niger également. Vous rappelez-vous qu'il y a eu aussi des hélicoptères de combat, toujours à la suite des déplacements de ce convoi militaire, des tirs à partir d'hélicoptères de guerre sur des jeunes Nigériens, dont certains sont morts. Donc, il y a eu des manifestations également au Niger, et c'est dans un tel contexte également que les coups d'État sont intervenus, d'abord au Burkina en janvier 2022, et par la suite en octobre, 8 mois après, par donc 2 coups d'État. Et au Niger, c'est intervenu donc au mois de 26 juillet là. Et donc chaque fois, c'était dans un contexte où les populations avaient soutenu leurs forces de défense et de sécurité, avaient protesté contre la gouvernance. Il y avait des victimes innombrables, comme aujourd'hui encore, malheureusement, ça se poursuit. Eh bien, c'est dans un tel contexte que les militaires ont pris le pouvoir. Dans un tel contexte, j'insiste, ce qui s'est passé au Mali, c'est la même chose au Burkina et au Niger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un tel contexte, prendre le pouvoir au motif d'apporter la sécurité, la bonne gouvernance et aller et faire l'inverse. Et voilà pourquoi, eh bien, il est salutaire que des militaires, peu importe, des civils, prennent conscience et s'engagent véritablement lorsqu'ils sont au pouvoir, ou pas d'ailleurs, vers la voie de la souveraineté, vers la voie de la lutte pour la souveraineté de l'Afrique et surtout la lutte contre le terrorisme qui endeuille au quotidien dans ces pays-là. Et donc, lorsque ces militaires face à l'incroyable décision de la CEDEAO de mener une guerre contre le Niger, alors que pendant 10 ans, une dizaine d'années, ils ont constaté qu'il y avait des morts, ils n'avaient pas voulu faire la guerre aux terroristes, mais ils étaient prêts à faire la guerre contre le peuple nigérien pour pouvoir installer leur ami Bazoum. Face à cela, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée aussi, il ne faut pas l'oublier, ont mis des communiqués pour dire que attaquer le Niger serait attaquer ces 3 pays-là. Et donc, c'était déjà un début de quelque chose. Rappelez-vous que dans l'histoire aussi, il y a eu des tentatives de confédération, de fédération, qui ont été cassées justement par les Occidentaux, l'impérialisme occidental qui ne voulait pas du tout que l'Afrique s'unisse. Et donc là-dessus, c'était déjà un début très intéressant, très prometteur, auquel a suivi la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Ce qui s'est passé, donc c'est le 6 juillet, le 6 juillet à Niamey, est une évolution naturelle de ce processus à la confédération. Donc, aucun Africain, aucun panafricaniste ne peut s'opposer à une telle démarche. C'est ce que nous souhaitons. Voilà. D'accord. En tout cas, donc, ce premier sommet de l'AES, Alliance des États du Sahel à Niamey, rupture et souvenir s'éclairer pour vous, c'est à saluer et à soutenir par tout Africain. Alors, on va, voilà, aussi la réaction
d'Akissi Nguessan, panafricaine et ivoirienne, membre de la plateforme panafricaine en Belgique. Alors, Akissi Nguessan, vous avez suivi tout à l'heure Adama Coulibaly, qui est d'ailleurs burkinabé. Le Burkina Faso fait partie de l'AES. Donc, vous avez suivi aussi ces 3 discours vivement salués par beaucoup d'Africains. Rupture, souverainisme, patriotisme. Quelle est votre réaction après avoir suivi surtout ces 3 discours Akissi Nguessan? Oui, alors, ben voilà, rebonsoir et bonsoir, monsieur Adama Coulibaly. Merci d'éclairer chaque auditeur de la situation qui se passe aujourd'hui entre l'Occident, je dirais entre l'Occident et l'Afrique. Bon, c'est pas que l'AES, mais je pense que c'est surtout parce que c'est la considération que l'Occident a vis-à-vis de l'Afrique qui crée toutes ces histoires que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Personnellement, je suis révolté. Moi, ça me révolte, en fait. Je suis révolté par le mépris, parce que tout ça, ça vient de là. C'est du mépris que les Occidentaux ont vis-à-vis de l'Afrique. Parce que s'ils n'avaient pas ce mépris-là, il y a longtemps que on aurait réellement vécu l'indépendance des pays africains. Oui, les Occidentaux ils ont à la tête de leurs États des personnes vindicatives qui n'entendent pas aujourd'hui permettre à l'Afrique d'obtenir sa liberté, de vivre sa liberté, de vivre de ses biens, de vivre de son sous-sol, de vivre de sa politique, de sa philosophie, de son être en fait, de tout. C'est que tout être humain normal souhaite vivre. Parce que ici en Occident, on voit comment le social fonctionne. Comment est-ce que on organise la société, que chacun et chacune devrait avoir un travail, vivre de son travail, vivre dans un havre de paix. Mais on empêche l'Afrique d'obtenir les mêmes droits, d'obtenir cette liberté de vivre, à la population de vivre de façon aussi heureuse. Pour moi, je trouve ça révoltant. Bien sûr, l'AES, les Africains, je ne dis pas que les Burkinabés ou le Nigérien ou au Mali, ce sont des Africains avant toute chose. Moi, je suis africaine, on parle de panafricanisme, on ne dit pas pan-ivoirienne ou pan-nigérienne, bien que ça existe, mais pour l'instant, on parle de panafricanisme. Et donc, c'est le désir des Africains de sortir de ce lien que les Occidentaux, comme l'a rappelé notre ami Adama tout à l'heure, qui a été, quand ils ont dépecé l'Afrique comme un gâteau, que chacun s'est servi sa part, et que la France s'est servi sa part, que la Belgique s'est servi aussi sa part. Ils ont eu des comportements léoniens, ils se sont partagés, puisque c'est eux les rois, ils se sont partagés des gros morceaux, et ils n'entendent pas lâcher ces morceaux, ils n'entendent pas lâcher l'Afrique. Mais les Africains se sont réveillés aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux liens qu'on a pu, grâce à l'éveil, parce qu'on a compté sur nos intellectuels pour nous sortir de l'obscurantisme et de l'obscurité dans laquelle nous sommes. Mais aujourd'hui, grâce au pays de l'AES, on peut le dire, qui ont répondu à l'appel de leur population. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est pas des coups d'État par comment on dit, désir de passer d'être à la tête, comme il y a eu pendant des décennies bien avant, des personnes qui ont fait des coups d'État pour être à la tête, comme on a en Côte d'Ivoire, des gens qui ont pris la tête de l'État pour s'asseoir et dominer le reste. Aujourd'hui, ces gens-là ont répondu à l'appel, à la liberté de la population et des Tout à fait. Qui les a En tout cas, le capitaine Traoré l'a encore réitéré, l'a dit dans son discours, nous devons aller vers une AES des peuples, puisque la CEDEAO des peuples, la CEDEAO des peuples, on l'a pas, donc l'AES des peuples, ils vont le faire. Malheureusement, justement, mon ami Amos, malheureusement, c'est pas la CEDEAO des peuples, mais c'est l'AES des peuples, parce que la CEDEAO les a lâchés, il ne faut pas oublier. Tout à fait.
Alors, on va voir également la réaction du professeur David Ekwe-Dossé, qui est togolais. Alors, vous, votre pays n'est pas membre de l'AES, Alliance des États du Sahel, mais votre pays, le Togo, entretient de très bonnes relations avec ces trois pays, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, premier sommet de l'AES sous le signe de rupture et de résistance africaine, d'après les discours patriotiques des présidents de transition. Alors, professeur David Ekwe-Dossé, quelle perspective d'avenir pour l'AES? Permets-moi de prendre quelques instants au début de mon intervention pour exprimer toute ma solidarité ainsi que celle des organisations de la société civile en Afrique à nos deux camarades qui ont été arrêtés dans la nuit du 9 juillet à Conakry. Il s'agit de Oumar Silla, plus connu sous le nom de Fonike Mengue, et de Biloba, qui est l'actuel coordonnateur de Tournons la page Guinée. Ils ont été arrêtés en pleine nuit par des éléments de la garde présidentielle et déportés sur une île hors de Conakry, torturés, d'après ce que nous avons appris. Et s'ils nous entendent, ils doivent savoir que nous tous qui sommes africains, nous tous qui sommes africains, nous tous qui luttons pour la souveraineté, nous n'acceptons pas ce genre de comportement. Tout à fait. Nous les soutenons. Nous les soutenons. Voilà. Alors, merci. Merci, Amon. L'AES, la CEDEAO, la rupture panafricaniste, je voudrais dire que, en tant qu'Africain, et je crois que Madame Guessan l'a dit, le docteur Koulibaly également, Africain, on ne peut pas accepter le diktat de l'Occident sur nos pays après avoir subi près de 4 siècles d'esclavage, après avoir subi la colonisation, le néocolonialisme. Je pense qu'il est important que, en tant qu'Africains, on puisse enfin vivre souverainement, aspirer à la liberté et à la dignité des peuples. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'inédit qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Nous avons 3 pays pauvres, esselés, au milieu de l'Afrique, qui ont décidé de se mettre ensemble et de se soutenir dans la lutte contre le terrorisme et surtout dans la lutte pour obtenir ce que nous appelons tous de nos voeux, la souveraineté pour leur peuple, la souveraineté pour leur nation. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut que saluer. Sur les principes, en tant qu'Africain, on ne peut pas être contre ce qui est annoncé. Mais bien sûr, nous sommes là pour analyser et dire que les choses ne se passent peut-être pas de la façon dont elles sont annoncées. Les choses peuvent être plus difficiles qu'on ne le laisse penser et nos différentes interventions peuvent permettre peut-être d'améliorer le déroulement ou la mise en œuvre de ce projet panafricaniste pour le bien-être des populations. Donc, sur le principe, je crois que nous sommes tous d'accord, en tout cas en tant qu'Africains, pour dire que la souveraineté prônée par l'AES est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'elle peut redonner de la dignité de ces 3 pays et même au-delà. Mais personnellement, je m'interroge lorsque, malheureusement, dans certains pays, parmi les pays membres de l'AES, il y a des difficultés au démarrage. J'espère que, au fil du temps, parce que, en tant qu'organisation de la société civile, je discute avec des organisations sœurs membres de ces pays et il y a des situations qui laissent à penser, malheureusement, que il y a des restrictions de l'espace civique. Tout à fait. Il y a des atteintes. On va en parler. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc, je me pose la question de savoir si la lutte pour la souveraineté doit aller automatiquement dans le sens de fouler aux pieds certaines dispositions qui respectent les droits humains. Donc, c'est un débat
Il va falloir mettre sur pied, Tout à fait. voir si c'est le prix à payer pour pouvoir se libérer, ou est-ce qu'on peut quand même aller vers la liberté, la libération des peuples d'Afrique, tout en respectant certains droits qui sont des droits inaliénables. Donc, pour finir, peut-être je dirais que oui, il faut, je pense, réfléchir à ce qui est en train de se faire, voir où se trouvent les difficultés, voir les zones qui nécessitent qu'on apporte notre soutien pour améliorer les choses. Tout à fait. Mais sur le principe, on ne peut que soutenir cette rupture souverainiste. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur David Ekwedossé. Alors, docteur Adama Coulibaly, vous qui êtes burkinabé, je le rappelle, hein, vous êtes président de l'APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, parti politique basé au Burkina Faso. Je ne sais pas si votre parti aussi communique très souvent avec le gouvernement de transition du capitaine Ibrahima Traoré, mais quand on a écouté tout cela, ça fait du bien. Ça ne peut que faire du bien à tout Africain, retrouver sa souveraineté, rupture totale avec ce comportement paternaliste de l'Occident. Alors, docteur Adama Coulibaly, au-delà des discours patriotiques salués par beaucoup d'Africains, alors est-ce que les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, parviendront-ils à instaurer une nouvelle donne gagnant-gagnant avec les pays occidentaux? C'est là le grand enjeu, docteur Adama Coulibaly. Il faut dire que nous ne vivons pas en vase clos. Et ensuite, il y a un malentendu lorsque les Africains parlent de souveraineté. Et en Occident, on pense anti-occidentalisme. Il ne s'agit pas de ça. Les peuples d'Occident vivent le même dictat du capitalisme financier et du libéralisme exacerbé que les peuples africains qui, certes, les vivent depuis beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus cruelle. Mais ce dont il s'agit, c'est-à-dire que l'Afrique doit décider elle-même de son avenir et qu'elle doit mériter le respect et que ce respect, elle va l'arracher et qu'elle a le droit de décider de la gestion de sa vie sur tous les aspects de la société, à savoir la question d'abord de l'organisation de la société, l'organisation politique, juridique, économique, financière, culturelle et artistique, que, en fait, par rapport à ça, on nous respecte en tant qu'entité libre et souveraine. C'est ce que les Africains demandent. Donc, nous sommes amis de tous les peuples du monde qui ont les mêmes intérêts que nous. Nous partageons en commun cette planète Terre. Et nous avons des échanges à faire entre nous. Nous sommes capables de nous apporter mutuellement des biens et des bienfaits humains, tout simplement. Donc, une fois que ça s'est levé, ce que nous demandons, nous autres Africains, depuis toujours, depuis nos aînés qui se sont battus contre l'esclavage, contre la colonisation et contre la néocolonisation, ce qui nous a dévancés dans ce combat, tout ce qu'ils voulaient, c'était le respect et la possibilité pour nos populations de vivre libres, dignes et de vivre pleinement des richesses qui sont celles qui sont en Afrique. Et voilà que aujourd'hui, on se demande si cela est possible. Oui, c'est tout à fait cela est possible. Rappelez-vous, entre l'Angleterre, enfin pas entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne hitlérienne a envahi la France, a imposé un régime de collaboration en France avec Vichy, rappelez-vous cela. Mais par la suite, dans le cadre de la construction de l'Europe, l'Allemagne et la France étaient les deux pays moteurs de la construction européenne. Et donc, tout est possible. Et d'ailleurs, les Américains aussi, qui avaient voulu imposer un franc français aux Français, les Français ne l'ont pas accepté. Ils ont même demandé aux Américains de retirer leur base militaire qui était en France. Mais ne sont-ils pas aujourd'hui en train de coopérer ensemble dans le cadre de l'OTAN et dans beaucoup d'autres domaines? Donc, tout est possible. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous respecte. Et c'est le combat du panafricanisme. Et ce n'est pas qu'on s'isole. Nous n'allons pas nous isoler. Et qu'on nous permette aussi, c'est-à-dire, on ne nous demande pas la permission, mais qu'on nous laisse coopérer avec qui nous voulons, qui nous choisissons librement. Et donc, demain est possible, demain est un autre jour, où l'Afrique libre pourra coopérer avec tous les pays du monde en fonction de ce qui est possible de manière contractuelle
et de ce qui peut nous permettre de gagner autant que les autres gagneront avec nous. Donc, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les 3 pays n'ont pas quitté du tout, même s'ils ont quitté la CEDEAO, n'ont pas quitté les instances, par exemple, de l'UEMOA pour le moment, ni des institutions de Bretton Woods, puisqu'il y a encore une coopération. D'ailleurs, les Allemands et certains pays européens continuent à coopérer, souhaitent coopérer encore avec ces pays. Donc, tout est possible avec des gens adultes, libres et respectueux. Tout à fait. Alors, à Kissinguissan, oui, on va parler sans langue de bois dans cette émission panafricaine. Il y a même certains panafricains, certains Africains qui pensent que, oui, ces 3 chefs d'État tiennent des discours populistes. Nous, on pense que non. Mais justement, au-delà de ces discours patriotiques salués par beaucoup d'Africains, je vais vous poser la même question. Oui, on doit aller, puisque le vrai problème pour l'Afrique, c'est l'économie surtout. Donc, est-ce qu'on va arriver à négocier gagnant-gagnant à Kissinguissan? Oui, gagnant-gagnant, pourquoi pas, à condition que l'Occident accepte les Africains tels qu'ils souhaitent être vus. On parle gagnant-gagnant, oui, avec par exemple, les nouveaux... Je pense que c'est au chef d'État africain de l'imposer quand même. C'est ce que veulent les populations africaines. Mais justement... Bien sûr, mais justement, je pense que s'il y a des personnes qui imposent quelque chose aujourd'hui, ou en tout cas qui tentent d'imposer quelque chose aujourd'hui, ce sont les 3 pays de l'AES. Mais ce que je voulais dire avant ça, je voudrais dire que les Occidentaux ont taillé des corsages aux Africains. Un corsage qui étreint nos intellectuels africains, qui n'osent pas, ou qui ne prennent pas le temps de faire des analyses comme il faut pour libérer leurs frères africains et qui sont encore enfermés dans le système que les Occidentaux ont mis en place depuis après l'esclavage et puis après la colonisation. Les Occidentaux ont taillé ces corsages-là et à la population pour lesquels ils n'ont aucun respect et aux intellectuels qu'ils veulent bien transmettre leur savoir. Donc, nous sommes sur ce combat-là. Et aujourd'hui, grâce au pays de l'AES, grâce au capitaine Traoré, en tout cas au pays de l'AES, nous comprenons aujourd'hui que ces gens ont réussi à casser cette chaîne. Vous comprenez? Ils ont brisé cette chaîne, ce corsage qui les étreint, qui les empêche, qui empêche la population, qui empêche les intellectuels de réfléchir. Aujourd'hui, parce que pour moi, le gagnant-gagnant se trouve là. C'est pas simplement au niveau économique, mon sonnante et trébuchante. C'est aussi au niveau intellectuel. C'est la liberté de penser. Parce que quoi que l'Occident veut, aujourd'hui, les Africains vont conquérir leur liberté. Et conquérir leur liberté, c'est réfléchir à leur choix de vie, parce qu'on leur impose, ou parce qu'on veut bien leur imposer. C'est une liberté qui demande effectivement des efforts de tout un chacun. D'où aujourd'hui le travail que fait le capitaine Traoré, que les gens ne comprennent peut-être pas, que les Burkinabés, en tout cas qui sont sur place aujourd'hui, ne comprennent pas, mais comprendront. D'ailleurs, ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris, parce que le travail était fait en amont. Et ce n'est que ce moment-là, c'est la dernière bataille. Il livre la dernière bataille pour que ce pays-là, en tout cas, soit ces pays de l'AES, parce que chez nous encore, on est encore ligoté dans nos esprits, avec ces corsages qui nous étreignent, qui nous donnent aucune liberté. Et on va le voir, on verra dans le futur. Donc à Kissinguissan, gagnant ou pas gagnant, si je vous comprends bien, donc l'AES est sur la bonne piste alors. Pour moi, l'AES est sur la bonne piste parce qu'elle permet de mener des débats. D'accord. Entre nous, on mène des débats et ça veut dire que ce que nous ne savions pas ou ne pouvions pas nous dire, aujourd'hui, nous sommes capables de le dire. Que ce soit un intellectuel ou non un intellectuel, celui-là sait ce que c'est que de livrer bataille pour la liberté. Tout à fait.
Alors, professeur David Ekwedose, donc on va y aller vers un contrat gagnant-gagnant. Les chefs d'État de l'AES vont l'imposer, puisque c'est ce que veulent les populations africaines, surtout de la sous-région ouest-africaine. Alors, franchement, quand on parle de la sous-région ouest-africaine, professeur David Ekwedose, vous êtes togolais, le divorce est totalement consommé entre les pays de l'AES et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, le gouvernement togolais promeut depuis quelque temps le panafricanisme, ce qui lui a d'ailleurs facilité les relations entre le Togo et les pays de l'AES. Alors, professeur David Ekwedose, comment expliquez-vous cette stratégie du Togo qui est toujours membre de la CEDEAO? Oui, alors la CEDEAO, c'est aussi une autre difficulté que nous avons. Et nous faisons partie des organisations de la société civile qui militent depuis longtemps pour une réforme de cette institution communautaire. Nous pensons que la CEDEAO dispose d'éléments intéressants, d'outils intéressants comme le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui met en place quand même un cadre normatif qui, s'il était mis en œuvre, aurait permis de régler en amont beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui dans la sous-région, et même les problèmes qui ont conduit à ces coups d'État dans ces 3 pays de l'AES. Ayant pendant longtemps travaillé sur ces documents, j'ai cité le protocole additionnel, nous avons pensé qu'il était possible d'améliorer la gouvernance communautaire à travers un renforcement de certains des outils dont dispose la CEDEAO, et c'est comme ça que nous avons appelé à ce que on puisse très rapidement procéder à la réforme du protocole en inscrivant, par exemple, cette disposition qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Alors, puisque la question que vous avez posée porte sur mon pays, le Togo, je voudrais expliquer un peu le point de vue de l'acteur citoyen que je suis, l'acteur citoyen togolais que je suis, par rapport à la posture du Togo. C'est vrai, nous sommes tous d'accord pour dire que l'Occident a, dans le but de préserver ses intérêts, manipulé l'Afrique de l'Ouest pendant des années, et même manipulé certaines institutions communautaires pour que les décisions aillent dans l'avantage des pays occidentaux et de leur population, et aillent malheureusement dans le désavantage, je vais m'exprimer ainsi, des pays africains. Mais cela ne veut pas dire que nous allons dédouaner certains de nos chefs d'État. Il faut être clair là-dessus. Tout le malheur des peuples d'Afrique ne vient pas de l'Occident. Quand je prends le cas du Togo aujourd'hui, c'est un pays, pour reprendre l'expression d'un journaliste, un pays où nous avons un régime, un nouveau coup d'État. Nous avons donc au Togo un nouveau coup d'État dans un régime permanent de coup d'État. Ça veut dire qu'au Togo, vous avez, depuis 2005, un président qui est installé, qui est en train de finir son 4e mandat et qui a trouvé cette astuce juridico-politique qui consiste à modifier encore une fois la Constitution. J'ai failli dire à manipuler la Constitution, à tripatouiller la Constitution, tout simplement pour servir ses propres intérêts. Et ses propres intérêts, c'est comment faire pour continuer de conserver le pouvoir au détriment des intérêts du peuple togolais. Voilà donc cette situation qui fait que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous essayons depuis quelques années avec le réseau des organisations citoyennes ouest-africaines de militer et d'œuvrer pour que la CEDEAO comprenne qu'il est temps pour elle de se réformer, d'aller de l'avant, de consolider la démocratie. Parce que si elle ne le fait pas, elle va continuer à décourager les peuples, surtout les jeunesses africaines, qui vont finir par se détourner de ce que nous appelons entre guillemets la démocratie et se tourner peut-être vers d'autres propositions. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, donc je dis, le Togo aujourd'hui, c'est un régime qui, il faut le dire, de fil de l'opposition antidémocratique en Afrique de l'Ouest. Parce que en 2015, lorsque la CEDEAO a compris quand même qu'il fallait aller de l'avant, mettre en place des principes de démocratie, réformer son protocole. Quel est le pays qui s'y opposait? Le Togo, associé à la dictature de Yahya Jammeh. En 2022,
il y a quand même des chefs d'État qui pensent que, oui, il faut répondre aux aspirations des peuples. Les peuples ont dit que les chefs d'État qui viennent, qui ne veulent pas partir, qui s'incrustent et qui finissent par détruire leur pays, on n'en veut plus. Il faut une alternance démocratique. Certains chefs d'État essaient en 2022, de nouveau, d'imposer la réforme du protocole. Et de nouveau, le Togo, le tout petit pays, chef de file de l'opposition antidémocratique, s'oppose, cette fois-ci associé à la Côte d'Ivoire et au Sénégal de Macky Sall. Macky Sall, on a bien compris qu'il voulait rester au pouvoir. Ouattara, on a vu qu'il était en train de faire son 3e mandat. Voilà donc cette institution, finalement, je crois que c'est Mme Guessant qui l'a dit, qui ne répond pas vraiment aux aspirations des peuples. La CEDEAO des peuples, malheureusement, n'est pas une réalité, ça reste un slogan, et c'est plus une CEDEAO tournée vers les intérêts des comme on vient de le démontrer, avec la manipulation par des pays comme le Togo, parce que tout simplement, on n'a pas envie que la CEDEAO se démocratise pour que finalement ça puisse entraîner une démocratisation des autres pays membres de la CEDEAO. Alors, le Togo, voilà, arrive finalement à imposer un peu son diktat dans cette institution, mais se rend compte qu'il y a quand même un travail qui est fait par des institutions, des organisations politiques, des organisations de la société civile, et que tôt ou tard, la CEDEAO sera obligée d'aller vers cette réforme appelée par les peuples africains. Il faut plus de démocratie, plus de liberté, plus de souveraineté populaire. Et le Togo se dit, si on propose une 3e fois cette réforme, est-ce que je vais encore être le seul pays historiquement, parce que historiquement, le Togo est le seul pays à s'y être opposé 2 fois. Est-ce que je vais encore m'opposer une 3e fois? Ça va être très difficile. Et si j'anticipais cette prochaine réforme de la CEDEAO, n'oublions pas que la CEDEAO fête l'année prochaine ses 50 ans, et ça peut être une belle occasion pour la CEDEAO de faire cette réforme tant attendue. Et donc, si j'anticipais en mettant en place une nouvelle constitution, qui limite déjà le mandat présidentiel. Et comme ça, je réponds à l'exigence de limitation qui va sortir de la réforme. Mais je veille à ce que le pouvoir ne soit plus au sein, plutôt entre les mains du président de la République. Donc, je quitte le régime dit présidentiel pour un régime qui sera, je vais l'appeler parlementaire, et le pouvoir sera maintenant entre les mains d'un nouveau poste que je vais créer et que je vais appeler président du Conseil des ministres. Donc, pour résumer, voilà ce pays qui, d'une certaine manière, continue à manipuler sa loi fondamentale, à manipuler l'institution communautaire et qui cherche maintenant à se présenter comme le pays panafricain qui soutient les 3 pays de l'AES. J'espère que personne n'est dupe. J'espère que personne n'est dupe et que, je vais finir là, il faut comprendre que pour le Togo, il s'agit tout simplement de détenir suffisamment de pions en main, suffisamment de cartes, de jokers pour pouvoir influer sur le jeu politique au sein de la communauté. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le Togo vient d'être nommé parmi les 2 pays chargés d'aller négocier avec l'AES. Le Togo garde ainsi son joker et sait comment manipuler et jouer sur cette institution pour que cette institution ne puisse pas aller de l'avant, malheureusement. D'accord. Alors, docteur Adama Coulibaly, vous avez suivi tout à l'heure le porte-parole du mouvement citoyen Togo Debout, professeur David Ekwedose, et on parle du Togo de l'AES, puisque, sans langue de bois, quand on parlait de sanctions de la CEDEAO à l'endroit du Niger surtout, il y a le Togo qui n'était pas d'accord, c'est ce qui s'est dit. Alors, c'est pour ça qu'on parle du Togo. Alors, on sait que le divorce est totalement consommé entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Là, le Togo est toujours membre de la CEDEAO. Alors, comment expliquez-vous, docteur Adama Coulibaly, cette stratégie du Togo qui est toujours membre de la CEDEAO, mais a de très bonnes relations avec les pays de l'AES? Je pense que ça devrait être comme ça. Nous vivons dans le même espace géographique et même culturel, parce que nos peuples ont été divisés, mais en fait continuent de se fréquenter au-delà des manœuvres politiques et politiciennes. Et donc ça devrait être comme ça. Il faudrait que les différents gouvernements et États soient suffisamment matures pour comprendre que s'il y a des différends, ces différends doivent être réglés de manière diplomatique, politique, à l'africaine, et surtout à l'africaine, par le dialogue. Et non pas sortir, parce que des Occidentaux ne sont pas contents, sortir les griffes ou allant jusqu'à menacer des guerres
un pays frère. Ça ne se fait pas. Et c'est vraiment une faute politique très lourde. Et c'est les mêmes, même s'ils n'ont pas fait la guerre ouverte, ils ont quand même mené la guerre d'abord contre le peuple du Mali, puisque cette guerre contre nos peuples, c'est déjà le terrorisme, hein, mais au-delà de ça, ils ont rajouté la guerre contre le peuple du Mali à travers les premières sanctions, rappelez-vous, contre le peuple malien, et pour accélérer justement la survenue des élections. Mais il y a aussi cette guerre qui a été menée contre le peuple nigérien, où il y a eu beaucoup de morts. D'abord en coupant l'électricité du Nigeria, pardon. Ensuite, en empêchant les médicaments de rentrer, les marchandises. Vous avez suivi, en tout cas ces derniers temps encore, ce qui s'est passé, ce qui se passe entre le Niger et le Bénin. Donc, en fait, ils ont voulu étrangler les populations. Et ça ne se fait pas. Et donc, quand une organisation se met à faire cela, eh bien, ça veut dire que cette organisation est devenue une organisation, je pourrais même une organisation qui va à l'encontre des peuples, puisque c'est criminel. Donc, puisque les actes qui ont été posés sont des actes criminels, totalement injustes, inhumains et même criminels. Et donc, en ce moment-là, quelle raison valable peut amener une population et un pouvoir à adhérer, à continuer de rester dans une telle organisation? C'est le même processus qui se passe avec le pouvoir politique. C'est les mêmes populations qui applaudissent l'avènement d'un pouvoir, quel qu'il soit. Au début, c'est bien, c'est mielleux. On applaudit parce que les discours sont promoteurs. On vous promet la lune parfois même. Et puis par la suite, on voit que si les conditions ne changent pas, on constate qu'en fait les discours ne suffisent pas et que la réalité du terrain est telle que c'est la survie. Eh bien, les mêmes populations vont crier pour vous descendre. C'est la même chose avec les peuples de l'espace de la CEDEAO, avec l'organisation CEDEAO. Rappelez-vous qu'à un moment donné, lorsque Thomas Sankara a été président en exercice de la CEDEAO, il avait exigé à ce moment déjà, à ce que la CEDEAO redevienne une CEDEAO des peuples, non pas une CEDEAO bourgeoise et bureaucratique. Mais dès lors que Thomas Sankara n'était plus le président, les choses sont revenues, et même pire aujourd'hui avec ce qu'on décrit. Donc, l'attitude, curieusement, du président togolais et du Togo, est cette attitude que tout membre d'un gouvernement, tout chef de gouvernement, tout chef d'État devrait avoir indépassé là. Mais cela ne veut pas dire que les problèmes en interne doivent être voilés. Ça, c'est autre chose. Nous savons ce qui se passe au Togo et même dans l'espace AES aussi. Donc, il y a des choses à redire. Mais dans la gestion des États, dans le cadre de la coopération et de la bonne entente entre les populations et les États, il est important d'avoir de la hauteur et de pouvoir discuter et de faire en sorte que les peuples ne soient pas toujours les victimes et les seules victimes des menées impérialistes dans nos pays. Or, c'est déjà le cas, même dans la gestion actuelle de la plupart de nos pays, qui sont des anciennes colonies, qui sont des néocolonies aujourd'hui. Et lorsqu'on cherche à en sortir, il est évident qu'on passe par des étapes assez difficiles. Mais cela ne doit pas empêcher les gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir coopérer au niveau des États, mais également ça ne doit pas empêcher aussi les populations de pouvoir s'exprimer, donner leur point de vue. Parce que en réalité, il est évident que la légitimité et la force appartiennent au peuple, au début comme à la fin. Et si le peuple n'est pas écouté, s'il est brimé, tôt ou tard, les Togolais régleront leur compte avec EADEMA. Si la même chose se passe dans l'espace AES, tôt ou tard, les peuples régleront leur compte avec ceux qui ne se sont pas bien comportés. Donc là-dessus, il y a des lois de la nature qu'on ne peut pas piétiner impunément dans le temps, longtemps. Donc là-dessus, on peut s'étonner de cela, mais je pense que ce qui s'est passé à la CEDEAO ne veut pas dire que tous les chefs d'État de la CEDEAO étaient d'accord. Donc c'est ça que ça montre aussi. Et c'est une organisation totalement moribonde aujourd'hui. Mais au départ, qu'est-ce qui s'est passé avec la CEDEAO? C'est que les chefs d'État, les militaires, Sénékounché et d'autres, quand ils avaient mis ça en place, mais c'était pour que les peuples de la région puissent circuler librement et vivre en paix et coopérer pour un développement, pour le progrès et pour justement la prospérité. Mais ça a été trahi. Et donc, ce qui se passe avec l'AES, c'est un espoir, c'est un nouvel espoir. Mais si il n'y a pas derrière une adhésion réelle des populations et des structures organisées des représentants de ces populations, eh bien, ça va être difficile à mettre en œuvre. J'insiste sur le fait que seuls les peuples ont le dernier mot. Toujours. Tout à fait. Et si les peuples ne sont pas impliqués, non pas seulement dans les meetings,
Mais dans la vie de tous les jours, se sentir concerné, être écouté, être libre, pouvoir circuler, pouvoir travailler, ça ne marchera pas. Or, il faut impérativement que cela marche. Parce que on a suffisamment attendu, et ce qui ne va pas, il faut corriger ça. Et c'est ce que la CEDEAO n'a pas su faire. Et donc, on connaît ce qui se passe. Nous avons souvent largement discuté de ce qui se passe au Togo. Et nous avons discuté de ce qui se passe aussi dans beaucoup d'autres pays. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Vous avez évoqué tantôt la question du sommet, de la conférence panafricaine qui va être organisée prochainement, qui est en préparation au Togo, conférence à laquelle d'ailleurs beaucoup de ministres, y compris des affaires étrangères, y compris des pays de l'AES, sont impliqués. Si mes informations sont bonnes, eh bien, ça pose problème pour nous autres que nous battons aussi depuis longtemps. C'est très bien que les États saisissent de ça. Mais il faut que ce soit surtout les peuples qui soient instruits de cela, et que les peuples soient respectés, soient libres, et que les gens qui sont en prison pour des raisons politiques puissent être libérés, et qu'ils puissent apporter leur contribution aussi dans la réflexion globale. Et il n'y a pas un panafricanisme des chefs d'État et un panafricanisme des peuples par ailleurs. Donc, ce que nous voulons, c'est une Afrique véritablement souveraine, véritablement libre, véritablement prospère au profit de tous les fils de l'Afrique. Et non pas de quelques-uns qui restent longtemps au pouvoir, tout le temps au pouvoir, qui font des coups d'État multiformes, que ce soit institutionnels, que ce soit militaires, alors que les militaires, comme les politiques, sont issus du peuple. Et donc, ils sont redevables au peuple. Et lorsqu'ils sont aux affaires et qu'ils ont décidé de prendre les affaires en main, ils doivent servir les peuples et non pas seulement se servir. Et donc, c'est ça le problème. Tout à fait. Par contre, quel qu'il soit, il faut qu'ils aient de la hauteur pour pouvoir coopérer, pour pouvoir discuter et ne pas se menacer, ne pas provoquer la guerre. Parce que les populations sont déjà en guerre permanente contre la misère, contre la faim, contre la survie. Et pour la survie, pardon. Tout à fait. Dessus, eh bien, il faut que cette population-là pense et comprenne qu'il y a un véritable espoir, une véritable espérance pour adhérer à ce qui se passe dans la durée. Et c'est ça qui va nous sauver. Tout à fait. Alors, à Kising-Descend, je ne sais pas si vous voulez également réagir par rapport au Togo, qui est toujours membre de la CEDEAO, mais a de très bonnes relations avec les pays de l'AES. Professeur David Ekwe Dossé l'a dit tout à l'heure, on doit quand même faire attention parce qu'il y a toute une manipulation du gouvernement togolais qui se dit panafricain. Est-ce que vous avez une réaction, puisque j'ai eu une question sur l'économie même, qu'on doit prôner au niveau de l'AES, à Kising-Descend? Écoutez, le Togo, pour moi, vous savez, le Togo a installé à travers EADEMA, enfin le Togo que je connais depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et ils ont installé une brutalité, ils se sont substitués à la colonisation, et ils ont installé une brutalité sans nom. Et ces gens eux-mêmes, cette famille EADEMA, sont des gens qui se sont laissés manipuler, qui ont ciré les pompes des Occidentaux, qui ont léché les bottes et les chaussures jusqu'à ne même plus avoir de langue, tellement ils ont usé de leur bassesse pendant des décennies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui continue d'amener le Togo aussi bas? Le fils. Déjà, l'arrivée du fils. Non mais attendez, on n'est quand même pas sur un trône quand même, le Togo. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et donc de quel droit les EADEMA s'installent à la tête de ce pays, ne le lâchent pas et usent de toute leur capacité pour abrutir les Togolais? C'est quand même incroyable. Bien, écoutez, si ils veulent, ils essayent, s'ils veulent rester d'un côté, un pied dans avec le pays de l'AES et de l'autre côté, en restant avec les Occidentaux, alors que lui-même, par son comportement, le fils EADEMA vient de faire un coup d'État constitutionnel. Donc, quelque part, il est pour les coups d'État. S'il n'était pas pour les coups d'État, il n'aurait pas lui-même fait un coup d'État constitutionnel. Donc, quelque part, il adoube ce que le capitaine Traoré et les deux collègues du Burkina et du Niger ont fait.
quelque part dans sa tête, ils se disent, oui, ces gens ont raison. Mais de l'autre côté, il est tellement fourbe, tellement incapable de dire aux Occidentaux, écoutez, nous avons besoin de notre autonomie, de notre indépendance, et nous voulons nous libérer, et que vous devez permettre à ces gens, parce qu'ils savent très bien que les Occidentaux ont leur main mise sur le coup de toutes des pays de la CEDEAO. Parce qu'ils le tiennent d'une façon ou d'une autre. Ils tiennent ces pays d'une façon ou d'une autre. Et comme je le disais tout à l'heure, si ces 3 pays ont réussi à sortir, à briser les chaînes, il ferait mieux de les suivre. Parce que 1, puis 2, puis 3, libérés, ben ça fait une grosse vague. Mais à Kissinguissan, la question de savoir est-ce que l'AES va accepter le Togo, d'abord, puisque on parle de toute manipulation, il est bien vrai qu'on peut parler de diplomatie au niveau des pays, mais il faut aussi la souveraineté, la dignité. Avec une fourberie. Quelle diplomatie avec une personne fourbe? Quelle diplomatie avec une personne fourbe qui n'est même pas capable d'être clair avec lui-même? Il est à l'AES ou il est à la CEDEAO? Est-ce qu'il est capable de mener une diplomatie alors que lui-même a fait un coup d'État constitutionnel? Sur quel pied? Et dans un communiqué, la CEDEAO a encore épaulé le dernier coup d'État constitutionnel au Togo. On a bien lu le communiqué de la CEDEAO. Ah ben justement, puisqu'ils l'ont adoubé, qu'est-ce que voulez-vous qu'il fasse? Donc il va jouer double face, à mon avis, hein. D'accord. Alors on a tout compris également. Hein. Le professeur David Dossé l'a dit tout à l'heure, tout est question de manipulation, on doit faire beaucoup attention quand même au Togo. À mon avis, le Togo n'est pas clair. Ce que je veux dire, le Togo n'est pas clair parce que lui-même dans sa politique n'est pas clair. Ok. Alors, dans ce débat, on va continuer le débat sur l'AES. Hein. Ce premier sommet de l'AES sous le signe de rupture et souveraineté également. Alors, à Kissinguissan, vous avez toujours la parole. Hein. En général, l'Afrique regorge de ressources naturelles devant relever son économie. Bon nombre de pays africains ne sont pas industrialisés, ça c'est clair. Alors, selon vous, à Kissinguissan, comment les pays de l'AES abordent-ils ou devraient traiter cette question? On doit arriver à industrialiser nos États. Mais moi, j'ai un petit peu entendu certains discours du capitaine Traoré qui appelle sa population à retourner à la terre et à travailler d'arrache-pied. Et je crois aussi que dans les relations, parce qu'on parlait de gagnant-gagnant à un moment donné, dans les relations avec les personnes avec lesquelles acceptent l'AES dans leur politique, je pense qu'il y a un moyen, par exemple la Russie pour ne pas citer, je crois que ces pays-là sont prêts à soutenir le pays de l'AES à installer leur industrie. Et puis, je crois que, tu sais, on peut pas, je crois qu'il y a quand même peut-être encore plein de choses à faire, à mettre en place, une politique, une structure à mettre en place. On peut pas comme ça venir du jour au lendemain installer des usines. Mais à Kissinguissan, sans langue de bois, je vais vous poser cette question. Après 60 ans, ou bien plus de 60 ans d'indépendance, qu'est-ce qui empêche les pays africains d'être industrialisés? Qui les empêche, selon vous? Nous le savons qu'on était dans un corsage avec le franc CFA qui a fait que là, il n'y avait pas possibilité d'installer un pays industrialisé. Et puis il y a aussi cette confiance. Combien de fois on n'a pas entendu où les Africains sont... Vous savez, il y a des choses qui sonnent quand même dans la tête. C'est des paresseux, c'est ci, cela. Vous savez, ce que ils ont, les Occidentaux ont taillé comme corsage aux Africains a joué énormément sur leur mental. Parce que 90%, qu'est-ce que c'est une usine d'abord pour 90% des Africains? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas ce que c'est. C'est juste du travail. Et encore, les pays, les États africains, les quelques usines qui sont installées là-bas, utilisent les Africains comme des esclaves. Donc déjà ça, il y a toute une politique qui doit être mise en place pour que les gens profitent de ces structures-là. Or, rien n'est mis en place aujourd'hui. Pendant 60 ans, on n'a fait que amener, encore aujourd'hui, on n'a fait que transiter nos produits vers à Kissinguissan, est-ce que ce n'est pas surtout la mauvaise foi des dirigeants africains, puisqu'on a tendance à accuser tout le temps l'Occident? Non, attendez. Moi, je suis absolument... Je suis d'accord qu'on peut partager les torts. Qu'en partie, effectivement,
Il y a des Africains qui ont été responsables. Mais qui sont ces Africains-là? Nous sommes en train de les dénoncer. Ils font des coups d'État et ils sont avec les Occidentaux. Ils ne respectent pas leur population. Ils sont, comme on dit, soumis au dictat de l'Occident. Donc, à quel moment on va réclamer, à quel moment on va installer des usines? Si les gens trouvent, dans mon pays où on est premier producteur du cacao, si mon gouvernement trouve normal de faire travailler ses paysans et envoyer le chocolat, le cacao, comment on dit, brut, en France, par exemple. S'il trouve ça, mais dans quelle mesure il est capable de... Vous comprenez ce que je veux dire? On comprend bien, on comprend. C'est un système qui a été mis en place, à mon avis. C'est un système qui a été mis en place, et comme je le dis, ce corsage taillé sur mesure qui empêche les gens de réfléchir, amener ce qu'on vit aujourd'hui, le franc CFA, le fait de toujours promettre aux pays africains, on va faire ceci, on va faire cela, mais que ça n'arrive pas. Quand on dévalue, alors que c'est le moment de soutenir le franc CFA pour que on puisse installer des usines en Afrique, et que c'est à ce moment-là qu'on choisit de dévaluer le franc CFA, mais c'est que c'est abonné, c'est que c'est calculé, il y a un calcul derrière. Tout on à fait. entend aujourd'hui, vous écoutez les vidéos, les trames que l'Occident est en train de mettre en place à travers comment on dit, les services militaires, d'aller installer pendant tout le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si c'était comme ça au Togo, mais qui sont les instructeurs pendant des années? Qui étaient les instructeurs? C'est des Français. C'est ça. C'est des Français qui étaient les instructeurs. Donc, ça a commencé depuis combien d'années que les Africains sont des instructeurs en Côte d'Ivoire, par exemple, ou au Togo? Il n'y a pas longtemps. Moi, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, quand je suis allé faire mon passeport, c'était à la sûreté d'État, c'était les Français. Moi, la personne qui a signé mon passeport était un Français. Attends, mais vous vous rendez compte? On doit sortir de tout cela. On a compris à Kissingissan, professeur David Ekwe Dossé, parlons d'économie sans... Excuse-moi. Oui, 30 secondes. Je crois que les torts ne sont pas que, effectivement, c'est pour ça que moi, j'accuse nos intellectuels d'avoir pas, de se contenter d'être des enfants gâtés et de profiter des petites largesses des Occidentaux et de eux qui ont oublié, eux qui étaient les traits ça c'est vrai. Qui ont oublié l'Afrique. C'est eux qui ont oublié l'Afrique. Ça, c'est vrai. Alors, on va voir si professeur David Ekwe Dossé, le Togolais, est d'accord avec vous. Parlons toujours de ce premier sommet de l'AES. On parle de rupture, de patriotisme, de souverainisme, de souveraineté, j'allais dire. Alors, parlons justement d'économie. Tout à l'heure, à Kissingissan donnait l'exemple du cacao. Là, il y a un analyste économique, sûrement si les Français, je ne me rappelle pas, il dit, nous ne sommes plus dans une économie de matières premières. Nous sommes dans un monde qui est totalement dominé par la connaissance et la technologie. Donc, c'est-à-dire que nous, Africains, nous devons arriver à industrialiser nos pays que de penser tout le temps en matières premières. David Dossé. Je crois que si on fait référence aux annonces lors du sommet de l'AES, je pense que les annonces sont intéressantes. Je l'avais dit au début de l'émission. Aujourd'hui, il s'agit pour ces pays d'affirmer une souveraineté retrouvée pour leur peuple. Et je crois que c'est intéressant lorsque on se souvient que malheureusement, pendant des décennies après la colonisation, l'Afrique a été un peu ce réservoir de ressources pour l'Occident. Et sans plus, l'Occident mettait en place des dirigeants à la tête des pays. Et on disait souvent que c'était des dirigeants fantoches. C'est vrai, c'était des marionnettes. Et les marionnettes étaient là essentiellement pour servir non pas les intérêts de leur peuple, mais les intérêts de l'Occident. Et donc, nous sommes en train d'assister à un changement de paradigme. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite quand on écoute les annonces qui sont faites depuis un certain temps. Et donc, notre souhait, c'est que désormais, l'Afrique regorgeant de richesses, si vous prenez les pays de l'AES, vous avez de l'or, vous avez du pétrole, vous avez de l'uranium, ce sont des choses particulièrement indispensables
même si j'entends ce que vous dites lorsque vous faites référence à cette intervention de l'économiste dont vous parlez, je ne connais pas son nom, mais qui dit effectivement que nous nous acheminons essentiellement vers une ère où la prospérité est liée à la connaissance, ce qui n'est pas faux, mais quoi qu'il en soit, même si la connaissance est une richesse fondamentale, il faut pouvoir s'alimenter, il faut pouvoir s'habiller, et pour ces éléments, il faut de la matière première en rapport avec l'agriculture, en rapport avec l'élevage, en rapport avec le coton, en rapport également avec les minerais, qui sont des minerais pour lesquels l'Afrique dispose de grandes réserves. C'est pour dire en fait que nous avons des potentialités immenses en Afrique, même si nous avons du mal encore à exploiter ces potentialités au bénéfice essentiel des peuples d'Afrique, même si nous n'avons pas encore la capacité logistique d'exploitation sans se tourner vers l'Occident ou vers la Russie ou vers la Chine, l'Afrique a un potentiel de développement qu'il ne faut pas négliger. Donc ça, c'est le premier élément. Nous avons cette possibilité de développement si, bien entendu, les ressources dont nous disposons commencent enfin à être exploitées par nos pays dans le sens de servir les intérêts de nos peuples. Et ça n'a malheureusement pas toujours fonctionné. Je remercie Madame Nguessan lorsqu'elle a dit que le Togo, c'est un double, je crois que vous avez dit double jeu, mais c'est quelque chose de similaire que vous avez employé comme expression. C'est une réalité. Je reviens au panafricanisme pour quelques instants, Amos. Le panafricanisme, pour moi, c'est une vision d'émancipation des peuples d'Afrique. Mais je vais ajouter une vision d'émancipation solidaire des peuples d'Afrique. On ne peut pas dire que le Togo est devenu, comme ça, par un claquement de doigts, le plus panafricaniste des pays d'Afrique de l'Ouest et que le Togo va organiser un sommet et puis voilà, on décrète que le Togo est panafricaniste, quand dans le même temps, vous avez un président qui foule aux pieds les dispositions constitutionnelles, qui manipule la Constitution pour se maintenir au pouvoir, non pas dans l'intérêt de son peuple, mais dans son propre intérêt. Et quand vous avez des gens qui sont enfermés, quand vous avez des journalistes qui sont obligés de fuir le pays, on ne peut pas dire que ce président est un panafricaniste, parce qu'il n'a pas mis en place cette émancipation solidaire de tous les peuples d'Afrique. Je suis désolé. Tout au plus, on peut être gentil en disant que c'est un opportuniste, ou alors c'est vraiment un manipulateur. Parce que les Burkinabés ne doivent pas oublier que lorsqu'il a failli y avoir une contre-révolution après la chute de Blaise Compaoré, on a cité le Togo. Le système qui régit le Togo a failli permettre la contre-révolution au Burkina Faso, etc., etc. On ne va pas revenir sur l'histoire. Alors, je disais donc, puisqu'on parle d'économie, cette souveraineté, si elle permet de commencer à exploiter les ressources au bénéfice des peuples d'Afrique, nous avons toutes les chances de nous développer. Mais il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption. Je ne vais pas citer le pays, mais ici, à Dakar, nous avons discuté longuement avec des collègues venus d'un pays dans lequel il y a eu un coup d'État militaire. Les militaires ont commencé à mettre en prison les personnes qui étaient venues et qui avaient pas les personnes qui étaient venues, les personnes qui étaient au pouvoir et qui étaient suspectées de détournement. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que les premiers détourneurs, ce sont ces militaires qui sont au pouvoir. Et donc, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Faire en sorte que les pouvoirs qui arrivent, qui semblent répondre aux aspirations populaires, ne se détournent pas de leur objectif et répondent aux vrais besoins des peuples d'Afrique. Le Togo aujourd'hui, vous prenez les données mondiales sur la corruption, le Togo occupe la 129e place mondiale. Comparativement à un voisin du Togo, qui est le Bénin occupe la 70e place mondiale. Et si vous prenez l'évolution des données mondiales sur la corruption, le Togo n'a pas évolué d'un iota depuis plus de 10 ans. Et en l'espace de 2 mandats, je ne fais pas la publicité de M. Talon, en l'espace de 2 mandats, il y a eu un bond qualitatif, en tout cas au moins pour ce qui concerne la lutte contre la corruption. Donc ce sont des éléments factuels qu'il faut prendre en compte pour dire que
oui, le Togo semble soutenir l'AES, donc le Togo est un pays panafricaniste, c'est faux. D'accord. Un pays panafricaniste. D'accord. On va conclure ce débat. Merci. D'accord. Alors, docteur Adama Coulibaly, je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire par rapport à cette question d'économie. Hein. Je l'ai dit tantôt, un analyste économique français, je pense, il dit que nous ne sommes plus dans un monde économique de matières premières. Hein. Donc, il faut plutôt parler de connaissances, de technologie. Là, c'est ce que veulent les populations. Hein. Est-ce que l'AES va maintenant installer un système d'industrialisation de ces trois pays, hein, puisque c'est important. Qu'est-ce qui empêche les pays africains d'être industrialisés? Et on va conclure ce débat avec vous également. Alors, je crois que il faut faire une analyse des classes, en fait. Il ne faut pas croire qu'il y a l'Afrique d'un côté et l'Occident. Ça, c'est une réalité géographique et même politique aussi, idéologique même parfois, et surtout économique. Mais en réalité, ceux qui profitent de l'exploitation de l'Afrique, ce ne sont pas seulement, c'est pas les peuples occidentaux. Certes, les peuples occidentaux, du fait de l'industrialisation, du fait aussi du développement économique de leur pays, profitent des infrastructures qui sont créées grâce en grande partie aussi à l'exploitation de l'Afrique. Mais en réalité, il y a une poignée de bourgeois exploiteurs qui profitent réellement du système avec leurs complices qui sont au pouvoir en Occident. C'est c'est l'industrie de l'armement, c'est l'industrie de l'alimentation qui nous empoisonne d'ailleurs. Hein. C'est aussi l'industrie extractive qui va directement aussi exploiter nos minerais, ainsi de suite. Mais ces mêmes personnes qui exploitent ont leurs complices qui sont au pouvoir en général en Afrique, parce que avec nos économies extraverties, depuis la période de la traite négrière, où il a été décidé que ces produits doivent être transformés ailleurs pour venir. C'est-à-dire qu'on était doublement, sinon triplement exploités. C'est-à-dire qu'on venait prendre presque gratuitement, avec une main-d'œuvre gratuite, l'exploitation de l'homme par l'homme. C'était vraiment là-bas que c'était la pire situation. Et on va les transformer, on nous revient les vendre encore moins cher. C'est-à-dire il y a eu le système du CFA, par exemple. C'est le plus grand braquage de tous les temps. Donc, là-dessus, il y a eu une répartition de l'économie mondiale. Et nous, on est resté dans ce rôle, non pas parce que, quand on parle de complicité de nos États, mais c'est en fait une classe bourgeoise. Voilà pourquoi il y a eu le vocable France-Afrique. En France-Afrique, il y a qui? Il y a des dirigeants de l'économie et de la politique en Afrique, mais il y a également des responsables occidentaux, notamment français, dans le cas de la France-Afrique. Donc, tous ces gens ont les mêmes intérêts, défendent les mêmes intérêts. C'est une classe bourgeoise prédatrice et qui a ses représentants en Afrique et ses représentants en Occident. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment des phénomènes des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui a pu l'amplifier à un moment donné? C'est que tous ceux-là qui sont exploités par le système et qui ont un travail, une voiture, mais qui ne sont même pas, un salaire, qui ne sont même pas capables de se payer un logement. Et donc, c'est ça la réalité aussi des travailleurs aujourd'hui qui sont pauvres, de la classe ouvrière de façon générale, y compris ceux qui sont dans la fonction publique et autres. Et en Afrique, c'est encore pire parce qu'il y a une misère réelle. Et voilà pourquoi, dans ce partage des rôles dans l'économie mondiale, il n'était pas question que l'Afrique se développe. Parce que si l'Afrique s'industrialise, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique va pouvoir exploiter elle-même ses ressources énergétiques, ses ressources, créer de l'énergie, mais exploiter ses ressources minières, développer son agriculture. Mais les autres là, ils vont vendre ça à qui finalement? Ils vont mettre qui? C'est comme un phénomène de vase communicant. Si l'Afrique se développe, eux, ils reculent forcément, puisque c'est une surexploitation de l'Afrique. C'est ça la réalité de l'économie. Voilà pourquoi il faut des dirigeants éclairés, mais ça ne suffit pas. Il nous faut des populations africaines éclairées, qui puissent éveiller, éclairer, qui puissent contrôler leurs dirigeants, qui puissent décider de qui les dirige. Parce que l'exemple qui vient d'être donné au Sénégal, sur ces militaires qui ont fait un coup d'État, le pays n'a pas été donné, mais on le voit très souvent, ça arrive très souvent, qui ont fait un coup d'État et pour combattre au nom de la lutte contre la corruption, entre autres choses, et qui deviennent les plus grands corrupteurs par la suite. Donc, ça veut dire qu'il faut un système dans son ensemble avec
des parties essentielles de nos populations qui puissent être écoutées, je l'ai dit tantôt, mais qui soient suffisamment influentes parce que, justement, suffisamment formées depuis la jeunesse, qui comprennent que c'est une tare, la corruption. D'ailleurs, ces termes, si vous regardez bien dans la plupart de nos langues locales, ça n'existe pas. Parce que on nous éduquait qu'il ne faut pas voler et qu'il faut respecter nos us et coutumes et qu'il faut respecter les autres. Et la vie humaine, d'ailleurs, c'est l'article 1 de la charte de Kourkan-Fouga, et toute vie est une vie. Donc, c'est le cas, poser d'emblée le caractère sacré de la vie humaine et de la vie des arbres, de la vie des animaux. Voilà pourquoi le chasseur va demander l'autorisation à la bête qu'il va battre avant de la battre, ainsi de suite, parce qu'il va s'en servir pour se nourrir et non pas tout pour détruire la nature. Parlant justement du respect de la vie humaine, on va conclure ce débat avec vous. Vous avez encore 2 minutes. Je ne sais pas, vous allez conclure en même temps, puisqu'au Mali, au Niger et au Burkina, au Burkina Faso, on observe des entraves aux libertés fondamentales. Alors, ces restrictions aux libertés fondamentales ne mettent-elles pas en danger la révolution panafricaine portée par les autorités de l'AES? Pour conclure ce débat panafricain, Dr Adama Coulibaly. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas diriger un peuple contre lui-même. C'est pas possible. Donc, là-dessus, il est évident que dans toute action humaine, et surtout lorsque c'était de l'action publique, dans des pays qui ont été si spoliés et si niés dans leur existence et si exploités, évidemment, on ne peut que faire des erreurs. Mais il y a erreur et erreur. Il y a parfois des fautes lourdes. Et la situation dans notre pays, le Burkina, et également dans notre espace commun, le Sahel, était telle que, c'était difficile. Il y avait des divisions déjà qui étaient là, qui étaient apparues, qui se sont amplifiées. Par exemple, là, l'ennemi a réussi, en fait, à nous faire nous détester entre nous, créant donc ce phénomène d'autodestruction. On vous amène à vous détester entre vous en distillant des fausses informations. Diviser pour mieux régner, et même pour que vous puissiez vous exterminer mutuellement. Et donc, c'est ainsi que les peuples ont été stigmatisés. Tantôt au Mali, vous avez eu des massacres. Ça a été le cas au Burkina également, et ensuite, il y avait des massacres des camps, et par la suite, on voyait des images avec des peuples qui venaient, qui parlaient. Et qui faisait ça? Mais c'est l'ennemi commun. Ce qui fait qu'il y a une stigmatisation, qui est une réalité, mais par la suite, ce qu'on constate récemment, c'est que j'ai vu passer aujourd'hui une information, peut-être qu'elle est vérifiée, je n'en sais rien, qui disait que au Mali, l'interdiction, la suspension des activités politiques va être levée. Donc, il y a déjà une suspension des activités politiques au Mali et au Burkina. Eh bien, ça pose problème. Parce qu'on a mis toute la classe politique, y compris ceux qui luttaient contre la corruption et contre les régimes qui étaient en place, dans les mêmes sacs. Ça, c'est une grave erreur. Ensuite, il y a quand même aussi que c'est très net, par exemple, au Burkina, où la société est divisée aujourd'hui. Donc, j'ai parlé d'ailleurs du phénomène de la stigmatisation des communautés, mais il y a aussi il y a quand même une opposition, par exemple, entre le monde du travail et les syndicats et le pouvoir en place. La preuve en est que le 1er mai, les syndicats n'ont même pas eu le droit, le 1er mai, jour de la commémoration des travailleurs, la journée des travailleurs. Ils n'ont pas eu le droit de manifester et d'aller déposer en bonne et due forme comme cela se faisait, y compris sous le régime sanguinaire de Blaise Compaoré, et aller déposer le courrier de doléances. Ça, c'est aussi, ce sont des erreurs, et même des fautes, il me semble, et qu'il faut corriger. Il y a également des arrestations d'activistes, et même parfois des enlèvements d'activistes, de syndicalistes, de politiques, de dirigeants d'organisations de la société civile, des journalistes, d'intellectuels, de commentateurs. Et là, ça pose un réel problème. Là, vous parlez du cas Burkina Faso, c'est ça? Oui, je parle du Burkina Faso. On a même appris qu'un oncle de Thomas Sankara a été aussi arrêté. A été brièvement interpellé, bien sûr. Bien sûr, il avait été par le passé sous Thomas Sankara, ambassadeur du Burkina Faso en Libye. Et donc, pourtant, ce sont ces genres de problèmes qu'il soulevait. Et donc, le peuple, ce n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi n'est pas le peuple. Nos dirigeants ne sont pas non plus nos ennemis, sauf s'ils se comportent mal. Donc, là-dessus, il faut que les dirigeants, et les syndicats, les peuples, puissent s'entendre sur l'essentiel. Nous sommes des pays en guerre. Et donc, il est important que les gens qui sont organisés, qui ont une longue tradition de lutte contre l'impérialisme,
et contre la domination extérieure, que ces gens-là puissent se mettre ensemble. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une concertation. En général, les militaires ne vous demandent pas l'avis des populations avant de faire leur coup d'État. Mais une fois que cela est fait, il est possible de discuter. Parce qu'il y a une situation assez similaire sous Thomas Sankara. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il s'est passé qu'il y a une incompréhension qui a duré tellement longtemps jusqu'à ce qu'il y ait malheureusement un drame majeur. Et qui fait que, bon, on avait atteint, par exemple, l'autosuffisance alimentaire. Mais par la suite, on a connu une grande période de corruption et d'érosion de toutes les valeurs morales. Il ne faut pas que cela arrive. Pour que cela n'arrive pas, il faut que le peuple soit soudé. D'accord. Pour être clair, docteur Adama Coulibaly, donc le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso doit faire attention à toutes ces restrictions aux libertés fondamentales, quand même, au Burkina Faso. Mais bien sûr. Mais bien entendu, il faut que la justice soit celle-là qui mène les enquêtes et qui prenne les décisions. Il n'y a aucun État dans le monde qui peut prospérer sans une justice véritable, qui soit équitable pour l'ensemble des citoyens. Et cela est possible. Il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre espace commun est un exemple très intéressant pour l'Afrique. Il faut que ça réussisse. Mais pour que ça réussisse, chacun doit apporter sa part. Il faut que les pouvoirs et les organisations qui sont susceptibles de contribuer à la lutte efficacement contre le terrorisme et pour l'approfondissement de l'élan des libertés puissent être écoutés et que les vrais patriotes se mettent ensemble pour lutter contre le terrorisme, pour vaincre pour une Afrique digne et libre. Cela est possible. Cela est possible. Merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly, d'avoir participé à ce débat panafricain sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Premier sommet de l'AES à Niamey, rupture et souverainisme éclairé, vous l'avez dit, hein, il faut soutenir l'AES qui nous montre la voie de libération totale de l'Afrique. Merci, Dr Adama Coulibaly. Vous êtes président de l'APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, parti politique basé au Burkina Faso. Merci infiniment et bonsoir. Bonsoir, merci. On conclut également avec professeur David Ekwe Dossé avant de donner la parole à la dame de fer, à Kissing Gissan, l'Ivoirienne. Alors, professeur David Ekwe Dossé, tantôt vous avez aussi relevé ce manquement de liberté fondamentale dans ces pays de l'AES. Vous avez aussi parlé de la Guinée-Conakry. Alors, rapidement, est-ce que ces restrictions aux libertés fondamentales ne mettent-elles pas en danger la révolution panafricaniste portée par les autorités de l'AES? Et pour conclure ce débat panafricain. En tout cas, si en tant qu'Africains, nous soutenons fortement le processus qui vise à restaurer la souveraineté des peuples. J'insiste là-dessus, parce que je sais que Dr Coulibaly l'a dit, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas une souveraineté des dirigeants à part, une souveraineté des peuples à part. Et donc, en tant qu'Africains, nous soutenons vraiment tout processus qui vise à restaurer une vraie souveraineté des peuples d'Afrique. Toutefois, nous avons des inquiétudes lorsqu'on semble vouloir justifier ces processus par des actes qui manifestement vont à l'encontre du respect des droits les plus élémentaires. Lorsque dans une société, il y a des voix dissonantes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, je pense que c'est quelque chose qui apporte de la richesse. Il faut l'accepter. Si ceux qui ont une voix contraire doivent se sentir menacés, doivent s'exiler, doivent se cacher, doivent être emprisonnés, ça fait peur. Parce que nous n'avons pas voulu combattre des régimes de dictature inféodés à l'Occident pour nous retrouver dans les mains de régimes soi-disant souverainistes, mais qui sont aussi des dictatures et qui nous empêchent de respirer. Aujourd'hui, nous avons l'exemple, je me permets de le donner, au Burkina, de maître Guy Hervé Kam. Je ne suis pas burkinabé, mais en tant que défenseur des droits humains, je me sens interpellé quand une telle personnalité qui s'est battue au temps de Blaise Compaoré, qui s'est battue pour la liberté du peuple burkinabé, se retrouve aujourd'hui emprisonné. Je ne sais pas quelle est la nature réelle de ce qu'on peut lui reprocher, mais je sais que des juridictions nationales du Burkina Faso ont demandé à ce qu'on le libère.
qu'est-ce qui empêche qu'on le libère? L'Afrique doit se battre pour sa souveraineté. Mais ne confondons pas les vrais panafricanistes avec les opportunistes, avec ceux qui sont prêts à manipuler les institutions tout simplement pour servir leurs propres intérêts. Et là, pour finir, je me tourne en fait vers mon pays, le Togo, où je suis convaincu que le régime qui est à la tête du Togo n'est pas un régime panafricain. Il est prêt à manipuler l'AES afin de pouvoir influer sur les décisions de la CEDEAO. Le régime du Togo a besoin d'une CEDEAO affaiblie, a besoin d'une CEDEAO qui ne soit pas en mesure de prendre les vraies réformes qui redonnent la souveraineté au peuple. Le régime du Togo ne veut pas d'une CEDEAO des peuples. Il se contentera toujours d'une CEDEAO affaiblie des chefs d'État qui seront toujours ensemble pour se soutenir, ensemble pour refuser les vraies réformes, ensemble pour sanctionner les peuples. Et je voudrais que toute l'Afrique soit suffisamment clairvoyante par rapport à cela. Merci beaucoup, Amos. Merci à vous, professeur David. Et Kouedoussé, je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, mouvement de la société civile au Togo, Front citoyen Togo Debout, qui est membre de Tournon, la page internationale. Et vous avez assisté tout récemment, il y a quelques jours, à Abuja, à une réunion avec la société civile africaine, en prélude justement à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO pour une réforme afin de consolider la démocratie dans la sous-région ouest africaine. Merci infiniment. Alors on va conclure également ce débat panafricain avec la dame de fer à Kissing-Guesson. Alors, que dire de la liberté d'expression au Mali, au Burkina Faso, au Niger? On a observé quand même qu'il y a des restrictions en Côte d'Ivoire aussi. Donc, que direz-vous pour conclure ce débat à Kissing-Guesson? Alors, pour conclure ce débat, d'abord j'abonde dans le sens de mes collègues qui parlent de la sagesse africaine, du dialogue, de tout ça qui ont prévalu dans nos communautés respectives jusqu'à aujourd'hui, avant l'arrivée des Occidentaux, avant que les Occidentaux ne pèsent de tout leur poids sur la mentalité, et qui fait qu'aujourd'hui on est en train de se débattre comme des malades pour sortir de ce manque de respect, de ce manque de considération de l'Africain. Mais je pensais, en fait, quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, je me suis posé la question, mais on disait que depuis 60 ans, dans nos pays africains, il n'y a pas d'usine. Mais je me suis posé la question, mais est-ce que les Africains qui vivent en Occident ont-ils la capacité d'installer une usine en Occident? Parce qu'on vit quand même dans un grand village. Et ce qui peut être fait en Occident peut être fait aussi en Afrique. C'est parce que justement l'Occident pèse de tout son poids pour empêcher les Africains, enfin, excuse-moi de le dire comme ça aussi crûment, de se développer. Et c'est évident. Aujourd'hui, quand on a vu ce qui s'est passé au niveau des élections en France, c'est quoi comment on appelle les personnes visées par la droite, l'extrême droite, ce sont les Africains. Une fois de plus, c'est eux qui sont visés, qui sont martyrisés, qui sont maltraités, qu'on fait chanter, qu'on veut expulser des pays, alors que les mêmes Occidentaux sont sur le continent, et que les quelques usines qui existent, ce sont les Occidentaux qui les ont installées. Donc, quelque part, ils n'ont certainement pas envie de voir les Africains sortir de la misère. Ils veulent toujours continuer à considérer, à avoir ce rapport paternaliste avec l'Africain, à lui donner la béquille, à lui permettre, en défaisant nœud par nœud la bourse, pour leur permettre de denier par denier se nourrir. On a vu comment un pays, justement des pays comme il y a quelques années, l'Éthiopie, dont la population a failli complètement crever, parce que il a fallu aller faire des chansons
avec le Michael Jackson et tout ça, pour récolter des deniers pour aller nourrir tout un pays. Non mais attends, mais où est-ce qu'on croit rêver là? On est toujours dans ce même système. Il n'y a rien qui change. Effectivement, on se bat, mais dans leur tête, il est difficile de faire changer les choses dans leur tête. Autant nous sommes dans la résilience, autant nous, les Africains, nous savons, nous continuons à prendre sur nous, c'est le cas de le dire. Parce que on n'a jamais vu nulle part dans ce monde où on a dit « Ah, les Africains se sont tellement révoltés qu'ils sont allés poser une bombe quelque part. » On n'a jamais vu ça. 40 ans d'apartheid en Afrique, on n'a jamais vu une telle violence après qu'il y a eu, comment on dit, j'ai oublié le mot qui me vient pas intéressant, ça, mais je suis un peu... Oui, voilà, donc après ça, après l'arrivée de Mandela, les Africains se sont calmés. En Afrique du Sud, malgré on a toujours cette suprématie blanche qui continue à faire mener la vie dure aux Africains, à les mettre dans les townships. Malgré tout, les Africains restent confiants, gardent l'espoir du changement. Et même si on parle des pays de l'AES, c'est la même chose. Pour moi, ça ne change rien du tout. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Mali, au Burkina, c'est exactement la même chose, la même lutte que nous menons. Sortir de la prise du pouvoir de l'Occident sur nous, nous permettre de respirer, laisser les Africains devenir, avoir le droit de vivre de leur économie, de leur culture, de tout. Et nous savons à quel point les Africains sont capables de résilience. Nous savons à quel point les Africains sont capables de force d'esprit. Heureusement d'ailleurs, parce que si nous n'avions pas cette force d'esprit, aujourd'hui, je crois que nous serons anéantis. Tout à fait, merci. Avec tous les complots à son égard, je ne sais pas où on en sera aujourd'hui. Donc pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? Je demande à toute l'Afrique de continuer à espérer en tout cas le changement. Parce que dernièrement, on parlait justement, je reviens un petit peu à l'arrière, excuse-moi Amos. 30 secondes, parce on n'est plus dans le temps. On parlait justement de ces personnes qui ont été arrêtées au Burkina et dont on empêche de s'exprimer aujourd'hui. Moi, quelque part, je suis très touché, ça me fait très mal de voir que le capitaine Traoré, moi, ce qui m'a plu chez lui, justement, je l'ai entendu dire, nous sommes tous des Africains, pourquoi avoir une prison? La prison était celui que les Occidentaux ont installé. Oui, effectivement, la colonisation avait installé la prison. Et que pourquoi est-ce que nous, Africains, nous devons avoir une prison entre nous? Je l'ai entendu dire. Et qu'aujourd'hui, qu'on me dise qu'il y a des gens qui sont arrêtés. Il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le système d'aujourd'hui. Je suis vraiment peiné. Et si cela est vrai, franchement, je demanderai au capitaine Traoré de revenir à la sagesse empirique, à la sagesse africaine, du dialogue. C'est pas facile. C'est un pays avec des millions et des millions d'êtres sur cette terre, sur son sol, et que chaque Burkinabé n'est pas un autre Burkinabé, et que c'est pas facile. Son arrivée est le vœu du peuple, et je crois que si il est arrivé, et s'il le souhaite, il y a peut-être possibilité de mener jusqu'au bout ce dialogue et de sortir le Burkina dans cette situation. En tout cas, merci beaucoup à Kissing Guesson. Vous êtes panafricaine, ivoirienne, membre de la plateforme panafricaine en Belgique. De la DAB en Belgique. Merci beaucoup à Kissing Guesson. Merci infiniment. Merci. Ainsi, merci beaucoup. Je souhaite la bonne soirée à mes deux collègues. Merci infiniment. Merci. Et je souhaite vraiment beaucoup d'amour et d'espoir à l'Afrique. Merci.
Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi, mais nous proposons ces propos d'un ministre que je vais citer tout à l'heure. Alors, elle a dit, l'humiliation du continent africain ne réside pas uniquement dans la violence à laquelle l'Occident nous a habitués. Elle réside également dans notre refus de comprendre ce qui nous arrive. C'est de Aminata Traoré, ancienne ministre malienne. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission panafricaine sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté, la voix de la résistance africaine. Bonsoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avouleté.